livre qui s'intitule Des bestioles et des plantes. On le voit bien là, à l'écran là, présentement? Oui, bon, parfait. Donc, rapidement, je vous décris le livre que Daniel et moi avons écrit, avons publié il y a maintenant quelques jours. Il est paru depuis le 10 mars. Et ensuite, ben, Daniel et moi, on vous proposera donc différentes notions, informations, conseils aussi sur les insectes pollinisateurs, mais également sur donc les abeilles, évidemment, bien entendu, dans un premier temps, mais sur d'autres insectes pollinisateurs, également sur les insectes les insectes prédateurs, donc qui vont nous débarrasser de certaines bestioles nuisibles, donc qui mangent d'autres insectes. Et on terminera aussi, Daniel terminera tout ça en beauté avec quelques notions concernant les papillons, notamment sur le fameux monarque qu'on voit d'ailleurs sur la couverture de notre livre. Alors, rapidement, le livre donc se veut un guide pratique, oui, parce que c'est un guide que vous pourrez utiliser pour créer dans votre jardin différents petits aménagements pour attirer les insectes pollinisateurs, les insectes bénéfiques notamment, et les pollinisateurs notamment. Et il y a aussi des méthodes pour éloigner les ravageurs. Donc, dans un premier temps, dans ce livre, on explique, puis je vous le montre, là, il est ici si vous le voyez dans le petit écran, là, donc abondamment illustré. Il y a même des plans de plate-bande. Hein, on a créé donc des plates-bandes alors que vous pouvez reproduire facilement chez vous, dans votre jardin. Alors, ce guide, donc, propose différentes notions sur les insectes pollinisateurs dans un premier temps. Donc, comment les reconnaître, comment les attirer également chez soi, quel est leur mode de vie. Évidemment, il faut bien comprendre de quoi ils se nourrissent. C'est ce qu'on va vous expliquer durant la conférence. Et ensuite, comment les attirer chez soi avec différents types de végétaux, puis avec aussi des installations, comme évidemment des ruches ou des hôtels à insectes dont on pourra vous parler un peu plus tard. Vous allez également trouver dans ce livre de l'information concernant les insectes bénéfiques, donc des insectes prédateurs qui vont manger d'autres insectes. On pense notamment aux coccinelles, hein, la coccinelle qui est bien connue pour être une dévoreuse de pucerons et de cochenilles. Et donc, il y a toutes sortes de techniques aussi pour les attirer. D'abord, les reconnaître, évidemment, connaître leur mode de vie, leur fonctionnement, mais également pouvoir les attirer. On y parle des papillons. Alors, on fait la distinction entre les papillons nocturnes et les papillons diurnes. On parle évidemment, on s'intéresse beaucoup au monarque. On parle longuement du monarque dans ce livre-là. Et évidemment, tout ce qui entoure cette diminution, je devrais dire, de la population des monarques là, qui survient depuis quelques années, depuis quelques décennies. Ensuite, il y a également un chapitre sur l'élevage des insectes, donc qui est de plus en plus populaire. On n'a qu'à penser à l'apiculture urbaine dans un premier temps, mais également à l'élevage d'insectes pour la nourriture. Alors, de plus en plus d'entreprises, on est rendu à plus d'une vingtaine, là, presque une trentaine d'entreprises au Québec qui se spécialisent dans l'élevage d'insectes dans le but d'en faire divers produits, des farines notamment, qu'on va introduire dans les mets préparés, dans la nourriture. Et également un chapitre sur les plantes. Donc, à la fin du livre, il y a tout un chapitre où on décrit les diverses plantes qu'on peut utiliser. Pour la plupart, ce sont évidemment des plantes très riches en nectar. Alors, on pense notamment au tournesol, aux tagettes, aux échinacées, alors qui sont toutes des plantes très appréciées des insectes pollinisateurs. Donc, on en fait toute la nomenclature, on les décrit et on explique évidemment comment elles peuvent être cultivées, dans quel type d'habitat elles sont le plus à l'aise. Alors voilà donc un livre pour tous ceux qui veulent en savoir davantage sur les insectes, sur cet univers qui est assez méconnu, qui peut même, dans certains cas, faire un peu peur. Hein? Il y a une espèce d'entomophobie dans la population. Alors, ce livre, donc, permettra à bien des gens de se familiariser avec les insectes, mieux les connaître, mais aussi de savoir comment les attirer chez soi. À tout le moins, si on ne veut pas les attirer, bien, au moins avoir une meilleure connaissance et être en meilleur terme avec eux. Là. Éviter de toujours vouloir les tuer quand on les voit, alors que la majorité d'entre eux sont bénéfiques parce que, et je vais céder la parole à Daniel sur cette phrase, rappelez-vous,
et c'est un fait qui a été démontré par la science, la plupart des scientifiques s'entendent pour dire que moins de 1% de toutes les bestioles de la planète sont nuisibles à l'être humain et aux cultures des êtres humains. Donc, le chiffre exact, c'est 0,05%. C'est même pas un point de pourcentage de. Alors, c'est très faible, donc, la quantité d'insectes qui sont dans les faits nuisibles. Et sur ça, ben, je passe la parole à Daniel pour vous parler donc des insectes pollinisateurs, des abeilles notamment. Bien, merci bien gros, Albert, pour cette belle présentation là, de notre chef-d'œuvre. Et moi, je vais peut-être prendre quelques secondes là, pour mieux me présenter parce que peut-être que M. Albert Mondor est quelqu'un de très connu là, dans l'industrie. Moi, je suis un peu moins connu, alors je vais prendre quelques secondes pour me présenter un peu mieux. Alors, comme l'a dit tantôt d'entrée de jeu, là, oui, j'ai fait un doctorat à l'Université McGill en entomologie, mais j'ai fait auparavant un baccalauréat en biologie à l'Université Sherbrooke. Et par la suite, j'ai poursuivi avec une maîtrise en entomologie à l'Université du Québec à Montréal. Et justement, ma maîtrise portait sur l'importance des pollinisateurs dans la production en quantité et en qualité des cucurbitacées, en particulier le concombre. Alors, donc, pendant toutes mes études de maîtrise, j'ai beaucoup étudié là, tout ce qui était pollinisateur, en particulier les abeilles domestiques, pour leur importance dans cette production-là. Par la suite, j'ai poursuivi au doctorat, où là, j'ai fait un doctorat, oui, à l'Université McGill, mais en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et durant mes études de doctorat, j'ai étudié à ce moment-là des guêpes parasitoïdes pour voir comment est-ce que la structure physique des plantes pouvait influencer l'efficacité du comportement de recherche et l'efficacité aussi, leur efficacité à tuer et à contrôler des insectes nuisibles dans les cultures de crucifères. Alors, donc, au doctorat, c'était sur les crucifères et la maîtrise, c'était sur les cucurbitacées. Parallèlement à mes études, j'ai aussi travaillé au Biodôme, Jardin botanique, Insectarium de Montréal. Et lorsque j'ai travaillé dans les institutions scientifiques de la Ville de Montréal, ben, j'étais souvent en présence, oui, des animaux. On était souvent en présence des insectes. Entre autres, pendant quelques années, il y a eu une ruche en verre qui était visible à l'Insectarium de Montréal et on faisait quelques animations autour de cette ruche-là. Alors, voilà un peu qui je suis. J'ai aussi travaillé avec Agriculture Canada. J'ai aussi travaillé au ministère de l'Agriculture au provincial, alors le MAPAC. J'ai travaillé là aussi. Alors, j'ai fait, oui, des écrits, j'ai fait des émissions de radio, j'ai fait des émissions de télévision aussi, entre autres avec M. Albert Mondor, mon ami. Et donc, oui, les abeilles domestiques figurent là, c'est le premier chapitre dans notre livre. C'est un insecte qui est d'importance capitale. C'est un insecte, comme tout le monde le sait, là, essentiel. Maintenant, on le sait, justement, avec toutes les études qui ont eu cours là, par différents scientifiques sur la planète. Alors, les pollinisateurs ont été étudiés dans pas mal tous les pays. Mais je vous rappellerai quand même qu'un des premiers à avoir étudié là, de façon là, très approfondie et à tous les jours, c'est un chercheur autrichien du nom de Karl von Frisch, qui était le chercheur, dans le fond, c'est lui là, qui a fait la démonstration un peu de la vie des abeilles et du comportement des abeilles. D'ailleurs, il étudiait les abeilles dans une ruche en verre. Et c'est comme ça qu'il a pu voir les abeilles faire différentes danses. Il avait très bien décrit, M. Karl von Frisch, c'est lui qui a décrit la fameuse danse en 8 que l'on attribue là, aux abeilles. Et le langage aussi, les communications qui se passent et qui se font à l'intérieur de la ruche. Là. Alors, c'est surtout lui qui décrivait ça. Ensuite de ça, il a décrit toute la structure, toute la hiérarchie, les durées de vie. Alors, il a fait une publication, je pense, c'est Vie et mœurs des abeilles, M. Karl von Frisch. Ensuite de ça, il y a beaucoup de chercheurs américains aussi dans les années 70 et 80 qui ont beaucoup étudié l'influence, justement,
la couleur des plantes, l'importance du pollen, la qualité du pollen, ensuite de ça, la forme des fleurs. Et je vous dirais que, par exemple, chez les abeilles, une des couleurs les plus importantes, ou qui est une des couleurs les plus appréciées de la part des abeilles domestiques, on va parler de ce pollinisateur-là, c'est la couleur jaune. Peut-être que vous le saviez déjà, mais c'est la couleur la plus importante là, pour les abeilles. Alors, sur la première diapositive que vous voyez à l'écran présentement, rappelle-moi, Albert, c'est quoi c'était juste de montrer les abeilles, c'était ça? Essentiellement, c'était pour démontrer que l'abeille domestique vit dans une ruche, mais que la plupart des abeilles, Daniel, ne sont pas nécessairement sociales. En fait, il y a beaucoup d'abeilles qui ne sont pas sociales. Je pense que ce serait intéressant que tu expliques qu'il y a plusieurs centaines d'espèces, voire des milliers d'espèces. Là. On est rendu à près de 20 000 là, espèces. Alors, voilà, c'était pour lancer là-dessus. OK. Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. Là, la plupart des pollinisateurs ou la plupart des abeilles et des guêpes ne sont pas très, très sociales. L'abeille domestique, effectivement, c'est une abeille qui est très, très sociale, très grégaire, alors que la majorité des guêpes et des abeilles qu'on trouve sur la planète ne sont pas nécessairement aussi sociales. Ici, je pense que c'était pour montrer la reine. C'est bien ça, Albert? La reine qui est au milieu de la photo là, et qui est entourée à ce moment-là d'ouvrières qui sont seulement que des femelles. Sur une diapositive un peu plus loin, on va voir un mâle, un faux bourdon, qui est en haut à gauche de la photo. On voit à ce moment-là un faux bourdon qui, lui, a les yeux beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus collés. Le faux bourdon, le mâle, est beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud. Et ils ne sont pas toujours présents à l'intérieur de la colonie, à l'intérieur de la ruche d'abeilles. On va les voir apparaître surtout lorsqu'il y a des périodes de reproduction, d'accouplement, lorsque la reine va être un peu plus fatiguée, un peu plus vieille. Ou encore la reine est morte, ou là, il va y avoir de production là, de mâles pour pouvoir produire des nouvelles reines. Ici, c'était tout simplement une ouvrière, je pense, qui s'occupe des larves, Albert, c'était ça? Oui. Bon. Okay. Alors, dans la colonie d'abeilles domestiques, bien sûr, la production de larves est très, très, très importante. À tous les jours, la reine pond des œufs, on le sait. C'est la tâche essentielle de cette reine, c'est de pondre continuellement, plusieurs œufs par jour pendant toute sa vie. Comment est-ce qu'elle réussit à faire ça? C'est parce que la reine a une spermathèque dans lequel est stocké tout le sperme qu'elle a reçu lors de son accouplement. Et donc, pendant toute la durée de sa vie, la reine va pouvoir avoir des œufs qui sont fécondés par les spermatozoïdes qui sont accumulés dans ce sac, le réceptacle dans lequel se trouvent les spermatozoïdes. Il faut dire, Daniel, je pense que c'est important là, de le dire à tous ceux qui nous écoutent, que la reine peut pondre 50 à 60 000 œufs, si vous préférez, durant une saison estivale, ce qui va permettre à une ruche de contenir à peu près là, 50 000, 60 000 individus, une ruche de bon format. Là. Ça peut varier, évidemment, là. Mais c'est assez impressionnant, le potentiel de ponte là, peut aller jusqu'à 1000 œufs dans une seule journée. Là. Une reine ne fait que ça. Hein. Et très intéressant aussi, on voyait sur une photo précédente, là, je me permets de dire ça, mais vous voyez qu'elle touche à une abeille ouvrière. La reine, donc, a un contact avec toutes les ouvrières et elle va les stériliser chimiquement. Elle va dégager une substance qui va donc qui va empêcher les ouvrières de devenir fertiles. Donc, pour ne pas avoir de concurrence, parce qu'il n'y a qu'une seule reine. S'il y a une seconde reine qui se développe, ben c'est la pagaille. Hein, Daniel, il faut, là, à ce moment-là, il y a une seconde ruche qui va se former, donc une abeille qui va partir avec une partie des ouvrières. Oui, une seconde ruche, ou parfois ils vont la chasser aussi. Ils vont chasser la reine, une nouvelle reine qui serait née.
Exact. Ou la vieille reine va, Oui, c'est ça. Ils vont chasser la vieille reine. ou la jeune peut être chassée, effectivement, Oui. selon le degré d'évolution. Alors, je te laisse poursuivre, Daniel, donc avec la nymphe là, ici. Là. Oui, bien ici, c'est une magnifique photo là, avec laquelle on peut voir effectivement là, le développement complet d'une ouvrière qui est quand même assez rapide, là, quelques jours seulement là, pour son développement. Et puis, une fois sortie, à ce moment-là, elle va vraiment s'occuper de butiner. En fait, une fois sortie, elle va rester dans la ruche parce qu'il y a différentes tâches qui sont attribuées aux ouvrières. Mais les premiers jours se passent vraiment à l'intérieur de la ruche. Et puis, à un moment donné, après plusieurs jours, les nouvelles ouvrières vont s'accaparer ou s'occuper de d'autres tâches. Et la dernière tâche ultime, ça va être de butiner, de sortir de la ruche et d'aller chercher du nectar, du pollen ou de l'eau, parce que parfois, il fait très chaud et ils vont aller chercher de l'eau pour abaisser la température à l'intérieur de la ruche. Pour humidifier aussi. Ils vont aussi des fois ventiler, donc faire aller leurs ailes pour, encore une fois, ventiler l'intérieur de la ruche où là, la température est trop élevée. Bon, on parle beaucoup là, depuis quelques années du déclin là, des abeilles domestiques. C'est quand même pas nouveau ou récent. Moi, déjà, lorsque j'ai fait mes études dans les années 90, je faisais ma maîtrise à l'Université du Québec à Montréal et on parlait déjà des problèmes d'élevage des insectes. Il y avait des parasites, justement, là, qui avaient été découverts sur les abeilles et qui étaient responsables de l'affaiblissement de l'individu. On voit ici très bien là, un varroa là, qui est pas mal dans le milieu de la photo. On voit un petit point brun. Là. C'est, bon, merci effectivement de ce petit point brun-là. C'est un acarien qui vient s'accrocher sur l'ouvrière, sur l'abeille, et qui va littéralement là, se nourrir là, de la lymphe ou du sang là, ou des liquides qui se trouvent à l'intérieur du corps de l'abeille. Et en faisant ça, ils vont affaiblir l'individu. Et il peut y avoir plus qu'un acarien là, sur une ouvrière. On a déjà vu parfois des ouvrières avoir 10, 12, 15 acariens sur son corps. Et aussi, ça alourdit l'ouvrière. Lorsqu'arrive le temps de sortir, d'aller butiner, ça va alourdir l'ouvrière et elle va avoir la difficulté à ce moment-là à revenir parfois au nid. Elle va être épuisée avant de revenir. Bon, à part les acariens, des fois aussi, il y a d'autres maladies. Et puis, tout récemment, là, quand même, on a fait une bonne démonstration que les pesticides, entre autres, une famille là, pas mal plus ciblée, les néonicotinoïdes, sont vraiment responsables là, du déclin là, des colonies d'abeilles domestiques un peu partout dans le monde. Et ça a été quand même démontré de belle façon, là, ces déclins-là. Il y a entre autres une chercheuse ici à l'Université Laval qui a contribué là, à ces recherches-là. Bon, ici, on voit justement là, quelques-unes des plantes. Je vais peut-être passer le relais à Albert, qui lui, c'est plus son domaine. Alors, je te laisse la parole, Albert. Merci, Daniel. Bien, c'est intéressant, effectivement, de voir où les études scientifiques nous ont amenés là, ces dernières années quant au déclin des abeilles. Puis on se rend compte, effectivement, comme le disait Daniel, qu'il y a une combinaison de facteurs. Donc, le fameux varroa. Il y a d'autres parasites également. Le varroa est un des plus importants, mais il y en a d'autres, là, et certains qui font leur apparition d'ailleurs là, récemment. Mais il y a aussi les pesticides, évidemment. Il y a tellement de pesticides qui sont utilisés, notamment les néonicotinoïdes, mais d'autres aussi. Il faut imaginer là, les pauvres abeilles qui sont déplacées de verger en verger, de champ en champ, parce qu'évidemment, beaucoup d'agriculteurs louent les services des abeilles maintenant pour polliniser les cultures. Alors, on n'a qu'à penser à la Californie avec les quantités d'amandiers, notamment, qui sont à polliniser. Eh bien, il y a fort à parier, évidemment, que les abeilles doivent butiner des fleurs qui sont remplies de pesticides ou en tout cas se déplacer dans des vergers où il y a beaucoup, beaucoup de pesticides, alors, ce qui les affecte également. Donc, vous combinez ça
des conditions climatiques aussi qui ne sont pas toujours faciles, qui sont changeantes. Évidemment, les insectes et les parasites et qui peuvent affecter les abeilles et bien évidemment les pesticides. Alors, cette combinaison de facteurs fait en sorte que les colonies, les populations d'abeilles vivent des moments particulièrement difficiles. Alors, pour faire notre part, pour conserver un cheptel d'abeilles en santé, bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, tout individu, tout citoyen peut avoir une certaine influence sur le bien-être des abeilles. Bien, la première chose qu'on peut faire, c'est de les attirer dans notre jardin. Les abeilles peuvent faire 2, 3 et même 4 kilomètres de distance parfois. Là. C'est pas mal la limite là, après 3, 3,5, 4 kilomètres, là, mais quand même, de distance de la ruche pour aller chercher du nectar et du pollen. Je vous rappelle que le nectar, c'est de l'eau sucrée. Hein. C'est une eau sucrée qui est dégagée par les plantes, qui est très attirante pour les abeilles, puisque c'est avec ça qu'elles vont éventuellement fabriquer le miel. Donc, avec les enzymes qu'elles ont dans leur bouche et dans leur système digestif, elles vont donc, dans leur tractus digestif, elles vont donc transformer le miel. Elles vont donc évaporer l'eau aussi qu'il y a dans le nectar et le transformer en miel. Donc, il y a un processus de fermentation, mais également un processus d'évaporation qui permet la fabrication du miel. Et il y a aussi le pollen, en fait, qui est un peu l'équivalent des... donc, chez les plantes, c'est un peu l'équivalent des semences mâles, là, si vous voulez. Donc, ils vont évidemment permettre aux plantes de former des fruits. Donc, le pollen va se fixer sur le pistil des plantes, éventuellement féconder les ovules pour former des semences et des fruits. Alors, le pollen est une substance qui est très, très riche en protéines. Alors, les plantes vont dégager des quantités importantes de pollen et les abeilles vont le récolter. Alors, pollen et nectar sont des substances qui sont les éléments fondateurs centraux de l'alimentation des abeilles. Donc, si on veut les attirer dans notre jardin, chez nous, et en fait, on peut les attirer à peu près n'importe où, même au cœur des villes. Il est possible pour les abeilles de trouver du nectar et du pollen dans les parcs, dans les jardins privés, même sur les toits. Contrairement à ce qu'on peut penser, les villes sont des endroits qui sont quand même relativement végétalisés et où il y a peu de pesticides. Il y a de la pollution atmosphérique, mais en contrepartie, il y a peu de pesticides. Donc, les abeilles peuvent arriver à vivre et à fonctionner dans les milieux urbains. Et parfois même mieux que dans certains milieux ruraux où il y a énormément de pesticides. La pollution atmosphérique est un problème, évidemment, ça les affecte, mais dans une certaine mesure, moins que bien des pesticides. Alors, des études ont démontré ce fait-là. Ce pas des milieux qui sont parfaits, les milieux urbains, mais il en demeure pas moins que les abeilles peuvent y fonctionner. Alors, pour les attirer, donc, on installe des plantes qui produisent des fleurs et qui vont produire donc du nectar et du pollen. Alors, les fleurs indigènes, évidemment, de notre flore indigène, on n'a qu'à penser au verge d'or, à la fameuse eupatoire que vous voyez qui est la fleur blanche ici, ou la fleur rose qui est là, l'eupatoire maculé ou l'eupatoire perfolié, mais également toute une foule de plantes de nos jardins, des plantes exogènes. Je pense notamment à la coriandre, parce que la coriandre fait des fleurs et elle ne fait pas que du feuillage. Le cosmos également. Et aussi le fenouil qui est un aimant pour les insectes pollinisateurs, apprécié des abeilles, mais beaucoup aussi d'autres insectes pollinisateurs comme les cirfes, dont j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus tard. Il y a 3 groupes de plantes là, qui sont particulièrement appréciés par les abeilles, notamment les plantes qui font partie de la famille de la menthe, donc la famille des labiers ou des lamiacées, si vous préférez. Alors, la menthe en fait partie notamment, mais beaucoup de fines herbes comme le basilic, la sauge, le romarin en font partie, l'origan également. Alors, ce sont toutes des plantes de la famille des lamiacées. Et vous avez également la famille des ombellifères. Alors, on le voit ce que c'est qu'une ombellifère, le fenouil, donc, que vous voyez présentement à l'écran. Et là, je ne vous parle pas du fenouil bulbeux dans ce cas-ci, mais bien du grand fenouil, la fine herbe là, qui fait 1,50 m de hauteur, là, qui est une grande fine herbe et qui va faire donc des fleurs qui ont la forme d'ombelles. Alors, les ombellifères, ou qu'on appelle maintenant les apiacées, est une autre famille très attirante, dont les fleurs sont très attirantes pour les abeilles.
Donc, dans cette famille-là, vous allez retrouver aussi d'autres plantes bien connues, comme l'aneth notamment. La carotte en est une, mais bon, la carotte ne fleurit pas ou très rarement sous notre climat. On la récolte avant sa floraison. Mais la carotte sauvage, par contre, en est une. Alors, je pense qu'on avait sur la première photo de la carotte sauvage. Ah, non, malheureusement, on ne la voit pas très bien. Là, elle est en avant au premier plan. Toujours est-il, donc, dans la famille des ombellifères, vous avez beaucoup de plantes qui sont très attirantes pour les abeilles. Et vous avez également, excusez-moi, la marjolaine ou l'origan aussi, qui sont deux plantes très proches parentes, qui sont très attirantes pour les abeilles avec leurs petites fleurs abondantes et très riches en nectar. Et la monarde aussi, qui fait partie de la famille des lamiacées. Et il y a une dernière famille de plantes qui est particulièrement attirante. Donc, outre les ombellifères et les lamiacées, c'est la famille des composés, donc des astéracées, si vous préférez. Alors, c'est la famille notamment de la verge d'or. C'est la famille également des tournesols, des échinacées, des rudbeckies. Alors, toutes ces plantes-là aussi sont très riches en nectar et très appréciées par les abeilles. Et elles ont une particularité, c'est que souvent les fleurs sont composées. Alors, ce sont des fleurs composées, des inflorescences, si vous préférez, composées de plusieurs petites fleurs. On le voit très bien sur la photo du cosmos. Le cosmos est une plante de la famille des composés. Vous voyez donc le centre jaune est composé de plusieurs petites fleurs. On voit très bien les étamines là, qui dépassent là, et les pistils. Donc, de plusieurs petites fleurs qui sont sans pétales. Et je rappelle qu'au pluriel, c'est des pétales, hein, et pas des pétaux, des pétales. Alors, et au poteau, vous avez donc des fleurs qui sont composées d'un seul pétale. Alors, le pétale, donc, est souvent coloré et placé en plateau, donc de forme assez étalée, ce qui permet aux abeilles donc de se diriger vers le centre qui est très, très riche en nectar. Donc, ça agit un peu comme une piste d'atterrissage. Et souvent, hein, Daniel, il y a des marques hein, qui sont visibles dans des longueurs d'onde que nous, on ne perçoit pas, mais dans des longueurs d'onde ultraviolets. Donc, si vous voyez des parties un peu plus pourprées sur la fleur, il est possible que l'abeille voit ça de façon beaucoup plus marquée, puisqu'elle perçoit les ultraviolets et certaines longueurs d'onde que les êtres humains ne sont pas capables de percevoir, ce qui la dirige en fait vers le centre de la fleur. Piste d'atterrissage. Exactement, c'est une piste d'atterrissage, tout à fait, pour arriver au buffet, hein, au repas. Voilà. Et l'abeille, comme ça, bien, durant toute la journée, elle va transporter dans son jabot, qui est une petite poche. Hein, Daniel, on peut qualifier ça de petit sac, de petite poche. Oui. Donc, le jabot qui sert à accumuler le nectar. Le pollen va être accumulé sur ses pattes sous forme de petites pelotes. Elle peut en accumuler quelques centaines de pelotes là, sur ses pattes, mais ce qui fait des centaines de milliers, voire des millions de grains de pollen. Donc, ce qui permet aussi de dire que les abeilles vont trimballer du pollen d'une fleur à l'autre. Donc, elles sont essentielles pour la pollinisation. Puis ça, Daniel, je vais te laisser en parler rapidement sur ce rôle très important donc, des pollinisateurs. Oui, absolument. Il y a entre autres, justement, là, beaucoup de recherches qui ont été faites sur le rôle important là, des pollinisateurs. Puis oui, comme tu l'as mentionné, des abeilles et d'autres pollinisateurs. On parle de l'abeille, mais on peut aussi l'étendre à tous les pollinisateurs. Excuse-moi, Daniel, il y a quelques photos d'autres pollinisateurs. On reviendra aux abris. Là. Alors, en voici un pollinisateur bien connu. Oui, c'est ça, les bourdons. Au Québec, on a une vingtaine d'espèces de bourdons. Puis oui, effectivement, entre autres, le transport qui est fait comme ça d'une fleur à une autre fait en sorte que les grains de pollen vont être transportés bon, dans le fond, ils vont aider effectivement à la fécondation et à l'obtention de fruits qui vont être en bonne quantité et de belle qualité. Et ça, justement, un des chercheurs ici au Québec, je ne sais pas si parmi vous qui écoutez, là, si vous avez déjà entendu parler des travaux de M. Domingos de Oliveira, qui était un chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Ben, lui a fait beaucoup de recherches justement pour faire la démonstration que plus une fleur va être plus il va y avoir de grains de pollen qui vont être déposés sur les organes reproducteurs, plus à ce moment-là, le fruit là, va être bien formé.
Et cette démonstration-là, elle a été faite, entre autres, dans les années 70 au début 80, par un chercheur américain qui, lui, avait euh, enlevé les akènes sur une fraise, mais une fraise en développement à ce moment-là. Il enlevait les akènes et en enlevant les akènes, à ce moment-là, ça faisait en sorte que la fraise devenait complètement mal formée. Donc, d'où l'importance à ce moment-là d'avoir beaucoup d'ovules fécondés. Ça faisait en sorte qu'on avait un fruit qui était très, 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 très bien formé. Et ben, Daniel, excuse-moi, oui, Daniel, il faut rappeler à tout le monde là, que des akènes, c'est les petites semences, hein, brunes. oui, oui, brune sur la C'est fraise. l'extérieur de la fraise. Donc, Ouais, effectivement, des fruits dont les semences sont bien formées vont former aussi un péricarpe charnu qui va être de meilleure ouais, qualité. c'est ça. Exactement. Exactement. Puis, donc, ces travaux-là ont vraiment démontré l'importance du nombre, dans le fond, de grains de pollen qui est transporté d'une fleur mâle à une fleur femelle, ou les organes mâles aux organes femelles. C'était très intéressant là, de voir tout le développement de ces recherches-là au cours des années 80, 90, et même encore aujourd'hui, des fois, il y a des sujets de recherche là-dessus. Donc, voilà. Et puis, ensuite de ça, plus aussi, comme par exemple, moi, lorsque je faisais mes études sur les cucurbitacées, on s'est rendu compte, par exemple, qu'après 20 visites, après qu'on a eu une vingtaine de visites sur une fleur, ben ça faisait en sorte qu'on obtenait vraiment un concombre, par exemple, qui était très bien développé, avec beaucoup d'ovules développés à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on pouvait aussi s'en servir par la suite pour obtenir des bonnes semences de bonne qualité, puis continuer le cycle de vie à ce moment-là du concombre. C'est intéressant, Daniel, ce que tu dis là, parce que ça démontre que les abeilles ne doivent pas passer une seule ou deux fois sur une fleur, mais plusieurs fois pour que la fécondation soit optimale et qu'on ait un maximum de semences qui se forment et un fruit de qualité qui entoure le. On se rend compte qu'effectivement, les fruits qui sont peu visités ou pas du tout par les abeilles ou par les pollinisateurs vont former des fruits qui sont rabougris, C'est ou ça. souvent incomplètement matures, avec des semences stériles, souvent, ou pas de C'est ça. semences du tout. Donc, on a des fruits mal formés de piètre qualité. Alors, la fécondation par les abeilles doit être non seulement faite une fois, mais plusieurs fois de façon répétée. Et chez certaines espèces, on pense notamment aux pommiers. Ben, je vais vous les nommer, là. Les pommiers, les poiriers, les pruniers, les pommiers, beaucoup, les cerisiers, beaucoup d'arbres fruitiers, d'arbustes fruitiers également. On pense aux fraises, framboises. Les amandes, c'est pas facile d'avoir des amandes si on n'a pas de Les pollinisateurs. amandes, Les évidemment, amandes, sans abeilles, c'est très difficile. On estime là, que chez les arbres et les arbustes fruitiers, il y a probablement plus de 50 des fruits là, qui nécessitent absolument, qui dépendent directement de la présence des abeilles pour former des fruits. Chez les légumes, on descend à peu près à 35-40. Donc, on a des légumes qui peuvent être fécondés par d'autres types de pollinisation, par le vent notamment. Mais pour la plupart, ça demande, la plupart des légumes comme les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres, ça demande évidemment la visite des insectes pollinisateurs. Donc, sans ces bestioles-là, il manquerait des aliments sur notre table. On mangerait probablement pas grand-chose, en fait. ouais. Et là, Daniel, je t'invite à parler de la façon dont on peut. Donc, j'ai parlé du fait qu'on peut les inviter chez soi, les insectes pollinisateurs, grâce aux plantes riches en nectar. Donc, on installe dans notre jardin. On peut même créer une plate-bande entièrement dédiée à la venue des insectes pollinisateurs, mais on peut aussi parrainer une ruche. Hein? De plus en plus d'entreprises le font. Alors, je vais te laisser en parler. Là. Oui, il existe effectivement là, des entreprises qui permettent à des familles, à des individus qui habitent en ville, en banlieue, d'avoir une ruche dans sa cour. Je pense que cette possibilité-là existe toujours. Je sais que parfois, ça a été un petit peu contesté. Je ne sais pas si j'ai. Puis sinon, de parrainer la ruche, là, ça, je ne sais pas, Albert, c'est-tu vraiment
de donner des sous, puis à la fin, on obtient le miel, puis Ouais, ben, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, là. je sais qu'Alvéole fait ça, donc, notamment, mais il y a d'autres entreprises qui le font. Plutôt que Alors, par exemple, à une époque, on faisait ça davantage. Ça se fait encore, mais on laissait la ruche carrément entre les mains des citoyens, moyennant un certain déboursé. Évidemment, c'est presque comme un achat. Puis on leur donnait une petite formation pour ça. Formation qui est donnée. Et maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on va tout simplement installer les ruches. On loue la ruche, mais les apiculteurs viennent s'en occuper. Alors, régulièrement, durant la saison, ils viennent vérifier que tout va bien. Puis, évidemment, à la fin de la saison, ils vont récupérer le miel. Ils nous en redonnent une partie. Mais on voit ça de plus en plus. Donc, souvent, c'est des institutions, des commerces, des entreprises, les gouvernements municipaux aussi vont accueillir des ruches sur le toit de certains édifices dont ils sont propriétaires. Puis, les entreprises d'apiculture urbaine, souvent, vont gérer ces ruches-là. Alors, c'est une façon, on peut le faire de cette façon-là. Évidemment, en louant ou en parrainant une ruche, c'est encore possible de le faire actuellement. Parfait. Puis évidemment, ben, il y a les hôtels à insectes. Est-ce que tu veux en parler, Daniel, ou j'en parle? Ou que Vas-y, ben, les hôtels à insectes sont de plus en plus populaires. Je pense que vous avez certainement eu l'occasion d'en voir durant ces dernières années. Très populaires. Alors, ils prennent la forme, en fait, de petites maisonnettes, pardon, ou de petites bibliothèques, si vous préférez, là. Donc, c'est une espèce d'abri avec différentes tablettes. Il y a un toit, évidemment, pour éviter que la pluie détrempe tout ça. Et sur les tablettes, on va retrouver différents matériaux dans lesquels les insectes pollinisateurs, donc là, évidemment, ce ne sont pas des abeilles domestiques qu'on pourrait attirer avec ce genre d'hôtel-là, mais plutôt d'autres espèces d'abeilles, certaines solitaires, notamment les mégachilles, les abeilles également qu'on appelle maçonnes. Hein, ce sont des abeilles qui vont donc profiter d'une cavité, y pondre leurs œufs et elles vont obturer l'orifice du trou avec de l'argile, avec de la terre argileuse humide. Et quand les larves vont se développer et vont être prêtes à sortir, ben, vont tout simplement creuser dans l'argile qui obture le trou pour sortir. On peut y retrouver donc toutes sortes de matériaux comme des bûchettes, qu'on a retrouées avec des trous de différentes grosseurs pour accueillir toutes sortes d'insectes. On a également des morceaux de bambou qui sont creux, de la brique avec un peu de paille, des morceaux d'écorce. Et on peut aussi faire carrément des petits espaces pour qu'éventuellement des bourdons puissent faire un nid. Alors, une planche avec un petit trou à la base, un petit orifice et une petite plaque d'atterrissage et de décollage permet à l'intérieur donc de créer un nid pour les bourdons. On peut aussi retrouver parfois des nids pour certains autres insectes avec des fentes qui sont longitudinales. Alors, c'est le genre de matériaux qu'on va retrouver donc dans ces hôtels pour insectes. Certains sont vendus sur le marché déjà préfabriqués, mais on peut le faire soi-même aussi. C'est une belle activité à faire en famille, sans aucun doute. Un des plus beaux que j'ai vu à Québec, hein, dans le jardin Vandenende. Alors, dedans cet hôtel, ben, vous avez non seulement des divers morceaux de bois troués, mais des bûches également, des morceaux de bambou, des tiges creuses, de la paille, de la corde, et aussi des briques, des pots en terre cuite à l'envers. Là, il y a toutes sortes de matériaux là-dedans, avec toutes sortes d'orifices où les insectes pourront donc nicher. Et moi, j'ai fait le test, j'en ai mis dans mon jardin, puis j'ai eu des abeilles maçonnes. Alors, pendant deux saisons, les abeilles maçonnes sont venues pondre. Espérons qu'elles vont revenir cette année. Alors, ce n'est pas garanti qu'on accueille des insectes, mais disons que le taux de succès est quand même assez intéressant. Alors voilà, donc pour ce qui est des autres insectes, là, Daniel, je vais te céder la parole, puis on va terminer là-dessus sur les pollinisateurs. Mais outre les bourdons, il y a aussi d'autres pollinisateurs comme les guêpes et les cirfes également. Mais c'est important de bien les différencier. Si tu veux nommer les différences entre les guêpes et les abeilles, s'il te plaît, Daniel, pour que ce soit bien clair dans l'esprit des gens. C'est deux insectes complètement différents.
bien qu'ils semblent semblables au départ. Oui, absolument, oui. Surtout par leur couleur, là, bien souvent, ils vont être très semblables par leur couleur, mais une des différences importantes, c'est que, entre autres, l'abeille est très, très, très poilue. Elle a un corps avec beaucoup de poils. Pas autant que le bourdon, ça, je pense que c'est assez évident. Alors que pas mal toutes les guêpes ont pratiquement pas de pilosité ou de poils, ou très, très, très peu. Comme là, ici sur la photo, on voit quelques poils, mais c'est très minime, c'est très réduit comparé à des abeilles. Et puis, par la suite, il y a aussi la taille quand même. La plupart des abeilles sont plutôt de taille moyenne. Dans les guêpes, il peut y avoir parfois là, des individus qui ont une taille là, relativement grande, parfois même plus grande que les bourdons. Ensuite de ça, les guêpes aussi sont quand même beaucoup plus prédatrices que les abeilles. Au niveau de leur nourriture, oui, ils peuvent participer bien sûr à la pollinisation, ils vont se nourrir de nectar, ils vont aussi prendre du pollen, mais ils ont besoin un peu la plupart de ces guêpes-là ont besoin de viande. Alors, bien souvent, ils vont s'attaquer à des chenilles, à des fourmis, ils vont des fois prendre des œufs d'insectes, et ils vont ramener ça au nid. Les guêpes s'attaquent aussi à nos sandwichs au jambon, des fois. Ah! J'ai C'est déjà vu vrai! l'expérience. Une guêpe qui est partie avec un morceau de jambon. En passant, la guêpe que vous voyez là, c'est une guêpe blanche, là. Mais la plupart, évidemment, des guêpes sont, comme la guêpe germanique, sont plutôt jaunes ou légèrement orangées et noires, évidemment. Ouais. Mais comme l'a dit Daniel, elles ont peu de pilosité. Si on regarde la différence avec le bourdon, qui est une espèce, qui est en fait une abeille, mais une abeille de grosse taille, là, ben, vous voyez qu'elle est très, très poilue. Puis si on revient aux abeilles domestiques, là, je vais y revenir rapidement. Là, ben, vous voyez qu'on est dans un autre univers. Puis en plus, non seulement elle est poilue, l'abeille domestique, mais en plus, il n'y a pas de constriction entre l'abdomen et le thorax. Hein. Alors, on voit vraiment que c'est presque le thorax et l'abdomen forment un tout. Là. Il n'y a pas vraiment de constriction. Alors que chez la guêpe, vous voyez clairement qu'il y a une taille de guêpe. Alors, on le voit très bien sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez vraiment cette espèce de constriction ici, là, entre le thorax et l'abdomen. Absolument. Puis l'autre chose aussi qui est importante, c'est lorsqu'on se fait piquer par une guêpe, ben, il y a des bonnes chances que cette guêpe-là nous pique plus qu'une fois parce que le dard de la guêpe est complètement lisse, et alors que celui de l'abeille, il est sous forme de harpon. Alors, il y a ce qui fait que le dard de l'abeille va rester pris dans la peau ou dans ce dans quoi elle va piquer. Là. Ce qui fait que bien souvent, lorsque l'abeille veut sortir son dard, le bout de l'abdomen va se déchirer. Et à ce moment-là, elle ne pourra plus piquer à nouveau. Alors qu'elle, la guêpe, pour l'avoir moi aussi déjà expérimenté, oui, elle peut nous piquer vraiment à plus d'une fois. Les guêpes sont en général pas mal plus agressives que les abeilles. Là. Moi, j'ai pris des photos dans un rucher. D'ailleurs, beaucoup des photos que vous avez vues, c'est moi qui les ai prises. Là. Puis la lentille, carrément, évidemment, on ne fait pas ça au moment où il y a plein de miel, là, mais en milieu de saison, la lentille dans la ruche, puis ça allait en restant calme, ça va. Les abeilles piquent moins, sont moins agressives, disons-le comme ça, là, que peuvent l'être les guêpes, évidemment. Puis il y a des réactions allergènes qui peuvent être parfois assez spectaculaires avec la piqûre de guêpe. Là. Certaines personnes font des chocs anaphylactiques ou des réactions allergènes qui sont spectaculaires. Avec les abeilles, c'est beaucoup plus rare. Absolument. C'est beaucoup plus rare. Absolument. Un autre pollinisateur qui ressemble beaucoup à l'abeille, mais qui n'en est pas une, en fait, c'est le cirfe. Le cirfe, en fait, est une mouche. Donc, il y a une seule paire d'ailes. Il faut vous rappeler que chez les abeilles, il y a deux paires d'ailes. Donc, le cirfe donc, a une seconde paire d'ailes qui est modifiée en petits moignons qu'on appelle des altères. Donc, c'est une petite tige avec une espèce de bout arrondi, sphérique. Comme une massue, là, c'est ça. Oui, comme une massue, exactement, Daniel.
Puis l'haltère, donc, a des fonctions sensorielles. Il va permettre d'évaluer la direction des vents, la pression atmosphérique, des choses comme ça, si je me souviens bien, Daniel. Et donc, le CIF a des gros yeux, comme les mouches. Il va avoir un pelage qui ressemble un petit peu à celui des abeilles, ou en tout cas, qui le mime un peu, là, qui s'en rapproche. Et c'est un excellent pollinisateur. On voit ici un cirfe là, sur des plants de fenouil, sur des fleurs de fenouil. Il est en extase, alors il est en train de s'enivrer du nectar. Un autre cirfe ici, plutôt rayé, celui-là, est beaucoup plus petit. Et les cirfes ont la caractéristique, hein, Daniel, de voler sur place. Ouais. Donc, ils volent sur place comme le fait un hélicoptère. Ce que les abeilles ne font pas. Les abeilles bougent toujours un peu. Même si elles sont sur place, là, et surtout les bourdons qui, eux, ont un vol très, très erratique, les cirfes sont capables de voler sur place. Et les cirfes, donc, sont pollinisateurs à l'âge adulte, mais lorsqu'ils sont des larves, ben, ils vont être de terribles prédateurs. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble la larve des cirfes. Donc, la larve va s'attaquer aux pucerons, aux cochenets, entre autres. Mais l'adulte, lui, ne s'attaque pas aux êtres humains, il ne peut pas piquer. Alors, il n'est pas équipé de dard. Et le cirfe, ben, c'est une bestiole moi, que j'aime beaucoup et qui est très commune dans nos jardins. On en voit souvent. Si vous avez un plant de fenouil ou d'aneth, vous allez être certain qu'il va y avoir des cirfes dans les parages. Alors, je vais donc vous parler, maintenant que Daniel vous a parlé des pollinisateurs, donc de l'abeille et de certains autres insectes pollinisateurs, bourdons, guêpes et cirfes. Je vais vous parler donc d'autres insectes et autres bestioles aussi qu'on retrouve dans nos jardins, mais qui vont avoir plutôt un effet bénéfique parce qu'elles vont nous débarrasser de bestioles nuisibles. Alors, le principe est le suivant, c'est que comme chez les animaux, les mammifères notamment, bien, il y a des chaînes alimentaires écologiques dans nos jardins, dans la nature également. Alors, certains insectes vont en manger d'autres. Et ces insectes-là vont eux-mêmes servir de nourriture pour d'autres animaux ensuite. Alors, la première bestiole que je veux vous présenter, c'est l'araignée. L'araignée n'est pas à proprement parler un insecte, puisque l'insecte a un corps segmenté en trois, possède une tête, un thorax et un abdomen, et 3 paires de pattes. Chez les araignées, il y a 4 paires de pattes, et on a plutôt un corps segmenté en deux. Une tête qui est jointe au thorax, donc on appelle un céphalothorax, et un abdomen qui est assez renflé, là. Et les araignées ont pour la plupart comme caractéristique de former des toiles, qui sont d'ailleurs très bien faites, qui sont magnifiques. On a fait des études, Daniel, je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé un vieil exemplaire du National Geographic qui datait des années 60. J'ai lu ça, puis il y avait une étude sur des scientifiques qui s'étaient amusés à faire prendre des substances qui modifiaient le comportement des araignées. Alors, on leur avait fait prendre du café, du cacao, même du cannabis. Puis on laissait les araignées faire des toiles par la suite. C'était étonnant de voir. Il y a des dessins d'ailleurs des toiles, des reproductions des toiles que faisaient les araignées. Et avec le cannabis, tu peux imaginer le genre de toiles qu'elles faisaient. C'était assez psychédélique, des toiles avec toutes sortes de formes étranges, des zigzags. Puis avec la caféine, l'araignée travaillait plus rapidement, mais faisait une toile qui était un peu erratique, là, qui manquait de finition. Là. Alors, c'était très rigolo. Donc, évidemment, les araignées vont capturer des bestioles comme les moustiques, les maringouins notamment, les mouches également. Elles vont donc sentir la présence de ces insectes-là puisqu'elles sont placées au centre de la toile et que leurs pattes touchent certains fils. Donc, elles sentent le mouvement de la toile. Elles vont s'approcher de l'insecte, vont l'enrouler dans du fil. Évidemment, elles produisent une soie. Elles ont des glandes qui permettent la production d'un liquide qui va, au contact de l'air, durcir et former une espèce de fil, qui est d'ailleurs très résistant. Si on pouvait faire des ponts avec de la toile d'araignée, évidemment, il faudrait des grands morceaux de toile d'araignée. Ça ferait des super ponts très solides. Il semblerait que c'est une substance plus à toute proportion gardée, là, plus résistante que certaines substances créées par l'être humain, comme le Kevlar. C'est pas peu dire. Maintenant, donc, une fois que les bestioles auront été capturées par les araignées, puis qu'elles ont été enroulées dans un peu de fil, dans un peu de soie, mais les araignées vont souvent prélever donc les fluides qu'il y a à l'intérieur des insectes. Et en passant, les araignées ne piquent pas. Elles mordent.
Elles ont donc comment on appelle les chélicères, si je me souviens bien, ou Oui, le chélicère. des chélicères. Hein? Alors, quand une araignée vous pique, il devrait y avoir 2 trous. Ce n'est pas parce qu'elle vous a piqué, en fait, c'est parce qu'elle vous a mordu. Et elle peut injecter un venin aussi pour paralyser la proie. Donc, sur la peau, ben, ça fera une petite sensation désagréable, engourdissement. Et il y a peu d'araignées, en fait, qui s'attaquent aux êtres humains. Au Québec, on n'a pas d'araignées qui infligent des blessures mortelles ou graves, comme c'est le cas notamment des tarentules, des mygales et autres veuves noires, qui tuent très rarement des individus en passant, là, qui souvent causent plutôt des désagréments du genre paralysie temporaire d'un membre et engourdissement et bon, certains autres problèmes là, de santé, mais qui sont temporaires. Alors, les araignées, soyez sans crainte au Québec, ne vous sauteront pas dessus, ne vous attaqueront pas. Au contraire, elles sont très bénéfiques. Une araignée peut manger plusieurs centaines de grammes d'insectes. Les araignées les plus voraces peuvent dévorer jusqu'à 2 kilos d'insectes nuisibles qui s'attaquent aux êtres humains, là, les mouches, les moustiques. Donc, 2 kilos par année. Alors, la prochaine fois que vous verrez une araignée chez vous, dans votre jardin ou dans votre maison, avant d'enlever votre chaussure et de vouloir l'écraser, pensez-y. Est-ce que vous voulez réellement qu'il y ait 2 kilos de plus de moustiques dans l'air, dans l'atmosphère? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Alors, moi, ce que je fais maintenant, depuis que je sais ça, d'ailleurs, je n'ai jamais été très, très, très à l'aise de tuer les insectes, mais bon, les araignées, je ne les tue plus et je les fais monter sur mes mains ou sur un carton. Si elles sont trop grosses et un peu dégueu, là, je les fais monter sur un carton puis je les mets à l'extérieur. Puis s'il fait trop froid, je les mets dans le garage. Au printemps, quand j'ouvre la porte de garage, vous pouvez imaginer la quantité de à l'extérieur. Outre l'araignée, ben, il y a un insecte que vous connaissez fort bien, qui est la coccinelle, qui est un excellent prédateur aussi, qui va donc dévorer beaucoup d'insectes nuisibles dans notre jardin, notamment les pucerons, principalement les pucerons. C'est en grande partie ce de quoi se nourrit la coccinelle. Et le nombre de points ne varie pas selon l'âge. Une espèce a tant de points. Si c'est une coccinelle à 7 points, et tous les individus de cette espèce ont 7 points, peu importe leur âge, sauf lorsqu'elles sont des larves. Alors, vous avez ici une larve de coccinelle. Alors, cette larve, donc, a des couleurs qui sont un peu à l'inverse de l'adulte. Et la larve est très vorace aussi, elle va manger beaucoup de pucerons notamment. On le voit très bien sur cette photo ici. Une coccinelle, dans ce cas-ci, ça ressemble à une coccinelle asiatique, malheureusement. Là. Corrige-moi, Daniel, c'est peut-être pas le cas, mais ça y ressemble. Hein? Non, c'est pas une coccinelle. En tout cas, on ne voit pas bien là, le dessus, là, mais ça ne semble pas être une coccinelle asiatique. Oh, tant mieux, parce qu'évidemment, il y a une espèce qui nous cause certains désagréments là, ces dernières années, qui est la coccinelle asiatique, qui va entrer dans les maisons avant l'hiver. C'est une coccinelle qui est plus rustique, qui passe mal l'hiver à l'extérieur et qui va même supplanter nos espèces de coccinelles indigènes. Mais sachez donc que la plupart des coccinelles indigènes donc, que nous avons au Québec nous sont d'un grand secours. Elles vont dévorer des quantités importantes d'insectes nuisibles, dont les pucerons, et que ce soit l'adulte ou la larve. Et en passant, les coccinelles dans votre jardin, vous pouvez les attirer. Il y a certaines plantes qu'elles apprécient. Les feuillages fins, comme l'aneth, le fenouil, sont appréciés par les coccinelles. Elles aiment bien se déposer dans ce genre de feuillage. Mais chose certaine, c'est que lorsqu'il y a des pucerons, il faut être assuré qu'il va y avoir des coccinelles. C'est à peu près, à peu près certain. En général, ce qui les attire, donc, puisqu'elles sont carnivores, c'est la viande fraîche des pucerons. Ensuite, il y a les chrysopes. La chrysope est un insecte avec des ailes membraneuses, un insecte de couleur verte avec des yeux dorés. C'est un insecte qui va pondre une quantité impressionnante d'œufs. Il peut y avoir 1000 œufs par cycle et plusieurs cycles dans un été. Et les larves sont vraiment de valeureux guerriers qui sont des prédateurs redoutables. Alors, voici donc la larve. Une espèce de petit insecte allongé qui ressemble un peu à un ver avec 3 paires de pattes
et des grandes mandibules là, qui lui permettent de capturer des pucerons, des cochenilles, des trips et autres petites bestioles qui vont se mettre sous la dent. Un insecte plutôt nocturne à l'état de larve qui va bouffer plusieurs dizaines de pucerons ou autres insectes durant la nuit. Il est à noter que l'insecte adulte, lui, par contre, se nourrit de pollen. Ce n'est pas, et de nectar, ce n'est pas un insecte prédateur qui bouffe, carnivore, qui bouffe de la viande. Et il se tient surtout, si je me souviens bien, Daniel, hein, les chrysopes, surtout dans les coins plus mi-ombragés ou ombragés du jardin, aiment bien être dans les arbres et les arbustes. Oui, sur les arbres et les arbustes, c'est plus son environnement. Exact, exactement. Merci, Daniel. Bon, la menthe religieuse, évidemment, ou la menthe chinoise, puisqu'il y a deux espèces qu'on retrouve au Québec. Donc, la menthe religieuse est plutôt verdâtre. La menthe chinoise est un peu plus grande, peut faire, écoutez, une menthe religieuse, ça peut faire un bon 10 cm de longueur. Ça peut aller jusqu'à 12-15 cm pour la menthe chinoise, là. Et elle est plutôt de couleur brunâtre. Et c'est un insecte redoutable qui a des pattes rapteuses, hein, qui sont repliées, mais qui, sur une petite détente, va donc capturer l'insecte qui passe à proximité puis le manger. On a même vu des menthes religieuses manger des petits vermisseaux, même parfois des petits bébés couleuvres ou des petits bébés mammifères rongeurs, notamment des petites musaraignes. Donc, c'est un insecte qui est très vorace. Mais en général, c'est plutôt des insectes. Elle aime bien les sauterelles. Hein? Moi, j'ai souvent vu les menthes religieuses bouffer des sauterelles. C'est un de leurs mets préférés. Là. Ensuite, si vous le voulez bien, on va passer donc au prochain insecte prédateur qui est la libellule. La libellule, donc, a des très gros yeux. Elle est magnifique, celle-là, en passant, avec un corps tigré, des yeux bleutés, deux paires d'ailes et un corps muni d'un thorax là, qui est très, très allongé, un abdomen, pardon, qui est très allongé, qui lui permet de pondre ses œufs. En fait, elle va les pondre sous l'eau. Elle va descendre le long d'une tige, s'arrêter à la surface de l'eau et descendre son abdomen pour aller pondre ses œufs sur la tige sous l'eau, puisque les larves sont aquatiques. Et l'adulte mange des mouches et des moustiques, donc qui circulent à proximité des cours d'eau. Donc, excellent aussi pour nous débarrasser des maringouins, des moustiques. Et cette photo, ben, c'est une demoiselle. C'était pour vous démontrer la différence entre une libellule, sur cette photo-ci, avec les ailes ouvertes, et la demoiselle avec les ailes fermées, qui est généralement plus petite. Donc, c'est la différence entre les deux. Demoiselle, aile fermée, libellule, aile ouverte. Et en général, pas toujours le cas, mais en général, les demoiselles sont plus petites. Et il y a aussi, puis ça, je vais laisser Daniel en parler, il y a aussi, parce que c'est un domaine que tu connais bien, il y a aussi ce qu'on appelle les insectes parasitoïdes. Et ils sont petits, voire parfois quasi invisibles à l'œil nu, mais ils sont très abondants. Il y en a plusieurs dizaines de milliers d'espèces sur la planète, 80 000, si je me souviens bien, Daniel, et probablement plus parce qu'on ne les connaît pas tous. On ne les a pas tous identifiés. Mais ils font un travail spectaculaire dans notre jardin. Si tu veux nous dire quelques mots sur les parasitoïdes, s'il te plaît, Daniel. Oui, je ne sais pas. Écoute, aussi, je voulais juste vérifier, est-ce qu'on a encore du temps? Parce que je pense ça fait déjà 60 minutes qu'on parle, qu'on Écoute, discute. on termine ça rapidement. Ouais, on est rendu à... Parce qu'on voulait laisser du temps à des questions aussi. Là. Ouais, prenons 5 minutes oui, pour compléter là, avec les parasitoïdes puis les papillons rapidement, puis on répond aux questions. Parfait. Oui, écoutez, les parasitoïdes, ça a été mon sujet d'étude au doctorat. Ce sont des insectes qui sont vraiment très utiles et entre autres parce qu'elles vont exercer un contrôle naturel là, de bien des insectes nuisibles et dommageables. On voit ici là, une guêpe parasitoïde avec ce qui traîne en arrière. On appelle ça un ovipositeur. Alors, la guêpe va à ce moment-là insérer son ovipositeur parfois là, dans l'insecte qu'elle a ciblé. Ça peut être des fois des chenilles, ça peut être des coléoptères. Ici, on voit justement une guêpe parasitoïde qui a pondu ses œufs sur une chenille, sur le corps d'une chenille, et il va se développer à ce moment-là une ouverture entre l'œuf et le corps de la chenille. Et cette ouverture-là qui se crée va permettre
à la larve du parasitoïde de se développer en siphonnant le liquide qui se retrouve, là, qui circule à l'intérieur de la chenille. Alors, donc, éventuellement, la chenille va s'affaiblir, mourir, et les guêpes parasitoïdes vont tous se développer et le cycle va ainsi se poursuivre. Alors là, j'essaie d'aller le plus rapidement possible, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas là, lors de la période de questions. Ici, fourmis, c'était pourquoi? C'était simplement, puis je vais le dire rapidement, là, Daniel, c'est pour vous dire aussi que les fourmis sont souvent réputées comme étant dommageables au potager ou au jardin, alors que dans les faits, les fourmis causent rarement des problèmes. Elles peuvent creuser sous les plates-bandes, les plantes, puis bon, mettre des racines à nu, puis, mais elles se nourrissent à toute fin pratique très peu, voire pas du tout de plantes, mais plutôt de champignons qu'elles vont cultiver elles-mêmes dans leur fourmilière, dans certains cas, ou vont se nourrir aussi d'insectes ou du nectar aussi de plantes, parfois du pollen également, mais aussi d'une substance qui s'appelle le miella, qui est sécrétée par des pucerons. Donc, elles vont élever des pucerons. Alors, on voit par exemple des fourmis ici aussi qui sont sur une pivoine. Et la pivoine, donc, va, parce que la fourmi agit un peu comme une protectrice de la pivoine, dans ce cas-ci, elle va chasser tous les insectes qui voudraient s'attaquer à la pivoine. Et en retour, la pivoine va fournir, avec des glandes à nectar situées à la base de la fleur, va fournir du nectar à ces fourmis. Donc, les fourmis sont beaucoup plus bénéfiques qu'on peut le croire. Elles pollinisent, elles vont déplacer des semences, donc propager des plantes, et elles vont protéger des plantes d'autres insectes, et elles vont bouffer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes. Une colonie de fourmis peut être composée de centaines de milliers d'individus, voire des millions. Alors, si vous avez une fourmilière chez vous, c'est un grand bienfait parce qu'elles vont vous débarrasser d'un paquet de chenilles et d'insectes ravageurs. Vous avez peut-être jamais vu ça, mais si vous avez la chance d'observer, vous pourrez peut-être le voir sur le web, sur YouTube notamment, la chance de voir des fourmis à l'œuvre en train de capturer un insecte et de le manger, de le dépecer, c'est spectaculaire. C'est pas long, hein? 5 minutes, l'insecte est coupé en morceaux, mis dans des éplocs, mis au congélateur, ça se règle rapidement. Elles sont redoutables. Alors, voilà, donc je voulais simplement faire une petite parenthèse sur les fourmis. Puis rapidement, ben, on termine avec les papillons, Daniel. Oui, le merveilleux papillon monarque qui est un papillon pour lequel justement on a découvert là, qui fait une longue migration. C'est un chercheur, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un chercheur de l'Université de Toronto qui a découvert là, cette longue migration-là, les corridors de migration. On voit ici un papillon monarque mâle qui lui aussi là, va se nourrir de nectar, de pollen. Comme je dis toujours dans mes conférences, lorsque je fais des conférences sur les papillons, ben, ce qui est important pour attirer les papillons, c'est vraiment d'avoir des plantes qui produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de nectar. Et ça prend un jardin qui est au soleil parce que ce sont des bébites à soleil. Là. Les papillons, là, si c'est trop à l'ombre, vous n'en aurez pas vraiment de papillons. La chenille du papillon monarque que l'on voit ici. Bien sûr, les chenilles se nourrissent des plantes qu'on a dans nos jardins, mais on peut, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, on peut peut-être des fois leur laisser quelques plantes et dire, bon, ben ça, c'est pour vous autres, les chenilles, puis les autres plantes, c'est pour moi. Là. Essayez des fois de leur donner un peu d'espace pour voir éventuellement de magnifiques papillons dans nos plates-bandes. Vas-y, Albert. Ah, je peux. Bon, ici, c'est un vice-roi que l'on a pu observer. La différence entre vice-roi et monarque est surtout les bandes noires sur les ailes du bas du papillon. Alors, le vice-roi a 2 bandes de noir, alors que le monarque en a une seule bande, qui est la bande extérieure, là, et il n'y en a pas qui traverse l'aile proche de son corps. Voilà. Il faut dire, Daniel, c'est très, très intéressant. Il faut dire que le monarque est toxique parce qu'il bouffe une plante qui s'appelle l'asclépiade, qui produit un latex blanchâtre qui lui donne un goût très âcre et une toxicité. Et le vice-roi, lui, ne l'est pas toxique. Mais il fait du mimétisme. Il se déguise en monarque, ou en tout cas, il se met un costume qui ressemble un peu à celui du monarque pour éviter d'être mangé par les prédateurs.
Évidemment, le monarque annonce ses couleurs, il le dit aux oiseaux qui voudraient le manger ou à tout animal qui voudrait s'attaquer à lui. Écoute, je suis toxique, comme il est orange, très foncé, c'est très facile de voir pour les prédateurs qu'il y a du danger. Mais chez le vice-roi, en tout cas, c'est tout un tour de passe-passe. Ça lui permet d'éviter de se faire bouffer alors qu'il n'est pas toxique, lui, dans son cas. Ouais, il reste à vérifier l'information là-dessus. J'ai vu quand même il n'y a pas si longtemps que ce ne sont pas tous les monarques qui sont toxiques, dû au fait que la chenille s'est développée sur des asclépiades qui, semble-t-il, ne contiennent pas là, de substances toxiques. Là. Très intéressant. Entre autres, ici au Québec, l'asclépiade commune, semble-t-il que les larves, les chenilles qui se développent sur l'asclépiade commune qu'on a ici au Québec, ça fait en sorte que les papillons ne seraient pas toxiques. Je vais devoir revérifier un peu ces études-là qui ont été rapportées récemment. Mais tu as raison, Daniel. J'ai lu ça récemment. Il y a des papillons monarques, effectivement, qui n'auraient pas cette toxicité parce qu'ils ne se nourrissent pas exclusivement de l'asclépiade commune, qui est l'asclépiade toxique, mais ils vont parfois manger de l'asclépiade tubéreuse ou d'autres variétés d'asclépiades comme l'asclépiade incarnate, qui contiennent beaucoup moins de latex ou pas du tout. Et ça leur donne moins ou pas de toxicité. Alors, et même parfois, il peut arriver qu'ils se nourrissent d'autres espèces de plantes quand l'asclépiade n'est pas disponible. Ça peut arriver qu'ils broutent autre chose. C'est rare, semble-t-il, mais j'ai lu ça dans la littérature, que les monarques pourraient arriver à manger d'autres plantes proches parentes des asclépiades. Semble-t-il. Alors voilà, mais c'est à vérifier tout ça. Oui, c'est ça. Mais parfait. La belle dame ici. Oui. La belle dame qui est un papillon là, qui fait aussi une migration qui va aller vers les Carolines, bien souvent, en tout cas dans les États un peu plus chauds pendant l'hiver. Il y a peut-être 2 automnes ou 3 automnes, là, on voyait la belle dame en grand nombre. Là, beaucoup de gens là, me téléphonaient ou m'écrivaient pour me demander quel était le magnifique papillon qu'ils avaient observé dans leur cours. Et c'était les belles dames. C'était vraiment assez spectaculaire et c'était marquant. Là. Ici, un colliade. C'est un très, très, très beau papillon dans les couleurs jaunes. Le papillon tigré du Canada, qui lui aussi est un papillon qu'on observe durant l'été, surtout juin. C'est quand même un papillon de bonne dimension, papillon de jour. Bon, ici, on ne voit pas très, très, très bien, mais ce serait un polyphème. Mais c'était peut-être aussi, surtout pour illustrer que chez les papillons nocturnes, la différence entre mâle et femelle, elle est marquée et elle se voit surtout avec les antennes. Alors, lorsque le papillon nocturne a des antennes qui sont très bien développées, ce sont les mâles. Et à ce moment-là, ça va leur permettre de bien recevoir et de bien capter les hormones qui sont sécrétées par les papillons femelles. Le Saturnis cecropia, qui est le plus grand papillon de nuit que l'on peut observer ici au Québec. Et la chenille aussi, elle est très impressionnante. C'est un papillon dont le corps est très, très, très poilu. Le corps est donc roux, blanc, noir. Et entre autres aussi dans le haut des ailes, là, on dirait que c'est un peu quasiment la tête d'un serpent, là, le haut des ailes, qui ressemble à un autre papillon aussi qu'on retrouve en Asie. Et les papillons de la famille des Saturnidés, comme celui-ci, puis l'autre, je pense, qui suit, qui est le papillon lune, ce sont des papillons qui, malheureusement, n'ont pas de pièces buccales pour se nourrir. Alors, ils vont vivre sur les réserves accumulées durant le temps où ils étaient chenilles. Et ils vont vivre environ des fois 2 semaines, 3 semaines, tout au plus. Ici, c'est la chenille du papillon lune, qui est quand même une chenille assez costaude, mais la chenille du Saturnis cecropia, qui est le plus gros papillon, est aussi une chenille très impressionnante. On ne l'a pas mis ici dans les photos, mais si vous en trouvez une, c'est sûr que vous allez vous demander, comme bien des gens, si c'est une chenille qui ne viendrait pas d'un autre pays, tellement elle est impressionnante en dimension. Le sphinx colibri, qui est un petit papillon qui, tout comme le colibri, peut faire du surplace.
Il a un vol très rapide et il va se nourrir vraiment, lui, de nectar et on va voir une trompe, en quelque sorte, ou une pièce buccale se déployer, plonger dans le cœur de la fleur. Et pendant tout ce temps, lui, il va faire du surplace. Souvent, c'est très rare qu'on va le voir se déposer sur la fleur. Puis en terminant, ben, simplement vous dire que pour attirer les papillons, Daniel l'a expliqué, il faut un lieu bien ensoleillé, bien protégé des vents. Une source d'eau est intéressante aussi à offrir. Je pense que même pour les abeilles, c'est bien. Un bac de sable humide ou encore un bain, mais avec très peu d'eau ou une portion où les insectes peuvent se poser pour aller boire sans se noyer. Et beaucoup, évidemment, de fleurs riches en nectar. Pour les monarques, bien, ça prend des asclépiades puisqu'il s'agit de leur nourriture, tant pour la larve que pour l'adulte, leur nourriture principale. Donc, asclépiade du Mexique, asclépiade commune, également l'asclépiade tubéreuse. Je vous ai parlé de l'asclépiade incarnate aussi. Beaucoup de plantes également annuelles, comme le lantana, des arbustes également, le buddléa, la fameuse arbuste à papillons, et certaines autres annuelles comme les zinnias aussi peuvent être très attirantes pour les papillons. Alors voilà, ben, écoutez, en espérant que tous ces conseils, toutes ces informations ont pu vous être utiles, ont su vous inspirer, en espérant que vous allez cet été, donc, chez vous, créer des aménagements ou à tout le moins améliorer les aménagements que vous avez pour attirer les insectes pollinisateurs. Alors voilà, puis donc merci de votre écoute. Si vous avez des questions, ben, je pense qu'on peut certainement y répondre dans les prochaines minutes. Si on a toujours le temps, Lynne-Marie, s'il nous reste quelques instants. Oui, on peut prendre quelques petites minutes pour répondre aux questions, puis ensuite, on va vous laisser vaquer à vos occupations. Alors, bon, pour ce qui est du web, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Est-ce que mes élèves PH, HJ, avez-vous des questions? Je ne sais pas si vous pouvez me faire signe. Patrick, tu es correct? Oui, OK. Sandra, une question? Oui. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais des caramboles dans le terreau. Tout simplement, souvent dans la culture en pot, peu importe, on est retrouvé. Puis, je me demandais si finalement ils pouvaient être néfastes en grosse quantité ou ils servent quand même à manger juste les détritus, puis se promener, puis c'est ça. Daniel, est-ce que tu connais les colamboles? Oui. Il y a entre autres eu un de recherche qui a été fait à l'Université du Québec à Montréal sur les colamboles. M. David Paré, entre autres, a fait des recherches. Ben, jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas vraiment démontré que les colamboles, même s'ils sont très nombreux dans un... Hein? OK. Ben, il n'y a pas de nuisibilité. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu que les colamboles pouvaient être nuisibles, même s'ils sont très nombreux. Au contraire, justement, ils vont se nourrir des détritus et des matières organiques qu'on peut retrouver dans les sols. Je sais que quand même, parfois, lorsqu'ils peuvent être très nombreux, ils peuvent être aussi... en fait, c'est qu'ils vont venir des fois proche des habitations. On va les retrouver sur les galeries, sur les rebords de fenêtres. Et là, les gens, des fois, vont se demander c'est quoi ces petites bébêtes-là. Et lorsqu'on leur dit que ce sont des colamboles, bien souvent, les gens vont nous demander comment faire pour s'en débarrasser. Mais sinon, lorsqu'ils sont à leur place dans des pots, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas eu écho que ça pouvait nuire au développement du système racinaire ou à une plante. Oui, j'ai la même information que toi, Daniel. Puis en passant, les colamboles, on les appelle en anglais des springtails. C'est des insectes qui vont sauter grâce à un petit ressort. Là. Ils ont vraiment un petit ressort, ce qui leur permet de sauter. C'est des détritivores. Hein. Ils bouffent de la matière organique. Alors, ils sont utiles d'une certaine façon. Compost. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oh, oui. Une autre question. Bonjour, c'était super intéressant en passant. Puis une petite question, Albert, vous avez mentionné que les fourmis pouvaient polliniser, mais je voulais savoir si c'est à cause qu'ils se promènent de fleur en fleur ou si vous pouvez juste élaborer un peu plus là-dessus, s'il vous plaît.
Les fourmis, d'abord, il y a deux choses que les fourmis vont faire pour les plantes. La première, c'est qu'elles vont déplacer les semences. Alors, il y a des études qui ont démontré que les fourmis pouvaient manger une portion des semences qu'on appelle la cornicule. Chez le gingembre sauvage notamment, là, chez l'Azarum du Canada, la cornicule est une substance sucrée qui entoure la semence, qui va être très appréciée par les fourmis. Puis les fourmis vont trimballer ces semences-là, même jusque dans la fourmilière parfois, pour pouvoir s'en nourrir plus tard. Et comme elles laissent la semence intacte, mais qu'elles mangent juste la cornicule, ça permet au gingembre sauvage de se disséminer. Ça, c'est un. Deux, elles vont faire la même chose avec les plantes. Elles vont manger du pollen et du nectar parfois. Puis les adultes peuvent le manger sur place, mais il peut arriver qu'elles le rapportent dans la fourmilière aussi. Et elles vont passer d'une fleur à l'autre. C'est quand même pas fréquent qu'on voit les fourmis manger du pollen et du nectar. On les voit beaucoup plus manger, s'attaquer aux insectes ou manger du miella de pucerons. Mais elles peuvent effectivement manger du pollen. Elles sont très opportunistes. Elles vont manger tout ce qui leur tombe sous la dent. Elles vont même, comme je l'ai dit tout à l'heure, cultiver des champignons dans leur fourmilière. Certaines espèces peuvent le faire. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions? On en arrive. On a un groupe de PH très curieux. Excusez-moi, je pensais pas que vous m'entendez. J'aurais deux questions. En fait, la première, c'est les cloportes en serre. Apparemment, une certaine quantité, c'est bon, mais quand il y en a trop, ça peut devenir un problème. Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Pour les cloportes en serre, vraiment les cloportes là, qui sont les arthropodes là, un peu. Puis les cloportes, à ce moment-là, en serre, on va les retrouver au sol, je présume, c'est ça? Oui, OK. Ben, si on veut les éliminer, bien souvent, c'est que dans les serres, c'est quand même assez humide parce que moi, ce que je vais prendre, ça va être une poudre insecticide pour les éliminer, les cloportes. Sinon, des insecticides liquides, des fois, oui, ça peut très bien fonctionner aussi. Mais bien souvent, la poudre insecticide, c'est ce qu'il y a de mieux. En passant, si je peux me permettre, les cloportes sont rarement nuisibles au jardin aussi et dans les serres. C'est des insectes détritivores, encore une fois. Ce ne sont pas des insectes en passant. Ce ne sont pas des insectes. Pas des insectes, c'est des crustacés. Des arthropodes. C'est des crustacés, en fait, non? Oui, c'est ça, c'est dans le groupe des crustacés. Des crustacés terrestres, mais effectivement, ils sont rarement nuisibles. Ils vont plutôt s'attaquer à de la matière organique. Si ça nous écœure, là, effectivement, je peux comprendre que ce n'est pas très esthétique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sympathique, mais là, Daniel vient de vous donner un conseil là, pour en venir à bout. On ne vous entend pas, il faut... Le micro est fermé, oui. Le micro. Mais s'il y en a vraiment beaucoup, c'est pas nuisible non plus. Nécessairement. Non. OK. Bon. Mon autre question, c'était par rapport à l'hôtel à insectes. Est-ce que, considérant un environnement en campagne, en nature, est-ce que ça peut être aussi pertinent qu'en ville, par exemple, où ils vont faire leur propre nid naturel? Bien, évidemment, en milieu urbain, ça devient presque nécessaire de favoriser les lieux de nidification comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est de planter des végétaux. On s'entend que la présence de plantes, surtout des plantes riches en nectar, c'est le début, c'est le départ. C'est un élément très important. Puis, évidemment, de créer des lieux de nidification, c'est bien. En milieu rural, à la campagne, c'est souvent pas nécessaire, effectivement. Il y a de la matière organique dans les forêts, aux abords des champs, à moins qu'on soit dans une région agricole particulièrement où il y a très, très peu de matière organique au sol, peu de troncs d'arbres, de friches, bien là, peut-être que ce serait une bonne chose à ce moment-là d'avoir un hôtel. Puis, rappelez-vous, il y a des études qui ont démontré que certains milieux ruraux sont tellement riches en pesticides qu'on retrouve une diversité, non seulement quant aux insectes, mais une diversité animale qui est très faible par rapport à certaines villes. Ce n'est pas le cas de toutes les campagnes. Mais quand on a une campagne qui est particulièrement
riches en terres agricoles qui sont très, très... oui, il y a beaucoup, beaucoup d'applications de pesticides là, qui sont vraiment, malheureusement, en mauvais état d'un point de vue biologique. Là. Alors, oui, effectivement, on peut... écoutez, vous viendrez voir à Montréal, là, vous viendrez faire un tour, vous allez voir la vie qu'il y a dans certains quartiers, c'est particulier. Moi, je vois plus de bestioles dans ma cour ici que je peux en voir quand je vais à mon chalet parfois. C'est fascinant, vraiment fascinant de voir ça. Alors, voilà. Merci. Bon, on va devoir s'arrêter là. J'ai pas eu de questions, c'est ça, j'ai pas eu de questions sur Internet. Donc, je vous remercie énormément, messieurs, pour cette conférence. Ça a été fascinant et passionnant. On a vraiment apprécié, je suis certaine. Hein, mes élèves, faites-vous des babayes pour dire merci. Donc, en espérant qu'on puisse se recroiser peut-être, qui sait, en présentiel un jour à l'école, ce serait bien, bien agréable. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À une prochaine. Oui, bye-bye, bonne journée. Merci beaucoup, Lynne-Marie, pour l'invitation. Ça a été très Oui. agréable. Merci beaucoup à toute l'équipe du Oui. Evelyne et toute Merci. l'équipe du Salon du Livre.